Ok. Ok, on est bon? Ah, pas encore. Ça y est, c'est en train d'être live. Ok, Allez, on est yay, parti. salut. Ça Salut. marche là? Salut Aurélie. Super, je suis en train d'annoncer à tout le monde là qu'il faut qu'ils viennent chez toi, sur ton profil pour voir ce live. Donc c'est super. Écoute, je suis ravie de te retrouver. Moi Et aussi. surtout que là, pour nous, tu as un sujet que j'adore. Et je suis très curieuse de ce Mhm. que tu vas nous dire. Euh, et c'est, tu sais, je repense à un truc que tout le monde sait, hein, parce que vraiment, c'est une espèce d'illusion qui est transportée par les dessins animés de Walt Disney, la majorité des comédies romantiques qui pèsent sur de partout. On a l'impression que une fois que les protagonistes, les héros, le héros et l'héroïne ont vécu toutes les aventures, elles se retrouvent à la fin et ça y est, ils se marièrent et vécurent heureux longtemps. Comme si le fait d'être en couple, le fait de se mettre ensemble, ça y est, toutes les épreuves ont été vaincues et on se retrouve ensemble et ça y est, c'est bon, on a gagné. Ouais. Et alors c'est marrant parce que quelque part, je crois que dans notre conscient, on se dit que mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On le sait. Mais quelque part inconsciemment, il y a un truc bizarre qui se passe, qui fait qu'on reste coincé dans cette image de oh mais c'est bon maintenant. Et on attend. Du coup, il y a une espèce de truc qui fait qu'on n'attend pas ou on se pose pas assez de questions sur mais qu'est-ce qui fait que un couple peut ou une relation peut continuer comme ça dans la longue durée au fil du temps et qu'est-ce qui se passe. Donc toi, c'est pour ça qu'en fait j'étais rincée là-dessus parce que dans un des coachings que tu proposes hein, dans ton programme La Reliance Amoureuse, qui est génial d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui nous regardent, pensez à aller voir la conférence d'Aurélie, les 4 étapes pour sauver son couple, pour pouvoir pour se poser des questions, parce que ce programme-là, il n'est pas disponible à n'importe qui, il faut faire une candidature. Donc, dans ton programme, tu avais parlé de justement ces différentes phases naturelles du couple. Et moi, j'aimerais bien qu'on explore ça aujourd'hui, parce que vraiment, d'ailleurs, moi, ça m'intéresse énormément. Et je crois que très peu d'entre nous, on a été éduqués là-dessus. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus ben, ces différentes phases du couple et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, à quoi ça correspond et pourquoi aussi, de ton point de vue, c'est important de les connaître? Oui. Alors, en effet, c'est hyper important de connaître ces phases-là parce que ça pourrait nous éviter des désillusions, des déceptions et à un moment donné se dire «Oh mon Dieu, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal». Alors que, en fait, chaque couple, étant donné que c'est un écosystème qui est complètement vivant et en constante transformation, on peut pas rester sur la même dynamique du début jusqu'à la fin. Il y a des choses qui évoluent et il y a des choses qui bougent. Et donc, pour la plupart d'entre nous, on a tous entendu en tout cas parler de cette première phase, qui, on l'appelle, tu sais, la phase lune de miel. C'est celle qu'on connaît tous, on en parle, c'est là où on en parle le plus. Pourquoi? Parce que dans cette phase lune de miel, il y a une intensité. Tu vois, il y a la rencontre, la Mhm. nouveauté, et donc du coup, ça vient stimuler plein de choses dans notre corps. C'est Euh, ça. mais ce que ça vient stimuler aussi, c'est intéressant parce il y a l'attraction, l'attirance pour l'autre. Et d'ailleurs, il y a, il y a eu des études qui ont démontré que d'un point de vue chimique au niveau du corps, cette période, tu vois, d'effervescence où il y a une intensité émotionnelle, euh, tu vois, quand tu es avec l'autre, c'est extraordinaire. Quand l'autre part, oh, mon Dieu, tu ressens le manque. Cette intensité-là, c'est exactement la même chose que tu pourrais ressentir quand tu es quand tu dans une dépendance, une addiction. Ça peut être une addiction, je sais pas moi, au café, une addiction aux drogues, une addiction. Chocolat. T'es accro en fait. T'es Ouais. accro à ça. Et donc c'est ça Mhm. qui fait que c'est excitant, c'est ça qui fait que c'est passionnant.
Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que cette phase lune de miel, souvent, on a tendance à s'emballer, on a tendance à idéaliser et du coup, on a tendance à projeter sur la personne. On la voit pas telle qu'elle est vraiment. Parce que dans cette intensité, les petits défauts sont complètement lissés par tout ce Mmh. qui est chimique et émotionnel. Et c'est que une fois qu'on passe cette période lune de miel, qu'on va rentrer dans une phase désillusion. Et la phase désillusion, c'est quand tu as passé suffisamment de temps avec la personne. À un moment donné, tu sais, on ne peut pas être hyper high tout le temps au niveau émotionnel. Donc, à un moment donné, il y a une redescente. Il y a quelque chose qui se calme au niveau de la chimie de notre corps. Et c'est là où on commence à percevoir l'autre pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire, oh tiens, l'autre a un point de vue différent du mien, l'autre a des petits défauts. Ah, les premiers désaccords, les premiers comportements qui font qu'on ne réagit pas de la même manière, on pense pas de la même manière, on fonctionne pas de la même manière. Et donc là, il y a un cap à passer qui est en effet cette désillusion de se dire ah mince, l'autre n'est pas si parfait que je le pensais. Il a ses qualités, mais il a aussi, il ou elle a ses défauts en fait. Et donc là, ça peut être une période assez challengeante pour le couple, parce que c'est là où justement, si on n'est pas outillé, on va commencer à voir l'autre comme un ennemi. Parce que on n'est pas d'accord sur par exemple, sur un sujet, et puis on peut rentrer, tu sais, dans ce jeu de qui a tort, qui a raison, tu vois, il peut y avoir des fois une espèce de confrontation de points de vue, une lutte de pouvoir, et là-dedans, un couple peut commencer à s'y perdre et quelque part les sentiments, les émotions commencer à baisser parce que il n'y a pas les outils pour savoir communiquer de manière authentique et bienveillante, et donc ça commence à partir en bataille. Aïe. Donc donc c'est là où, en général, c'est dans cette deuxième phase où les premiers challenges du couple arrivent. Et dans cette phase-là, ça peut vite s'aggraver si à un moment donné, on n'a pas suffisamment de clés de compréhension de soi et de compréhension de l'autre. Parce que c'est de se dire qu'en tant qu'être humain, il y a des choses qui nous relient fondamentalement, mais il y a aussi ce qui fait notre unicité et qui fait que bah, en fait, par exemple, tu vois, un truc que je dis régulièrement à mes clients, c'est arrêter de croire que parce que pour vous, c'est normal, c'est logique, c'est naturel, ça l'est pour l'autre. Mmh. Parce que dans cette phase-là, cette deuxième phase, c'est là où on se rend compte que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas eu la même éducation, donc n'a pas forcément la même vision de la vie, n'a pas forcément les mêmes valeurs, a ses propres blessures et traumas. Et donc c'est là où, s'il y a des maladresses verbales et comportementales, on va appuyer sur les blessures et sur les traumas de l'autre. Et donc du coup, on va commencer à se protéger parce qu'on se dit, ouh là là, l'autre appuie à des endroits là, il ou elle est en train de me blesser, et donc je me protège, je me barricade ou je contre-attaque. Et cette période-là, c'est souvent une période où le couple peut se perdre et l'amour va quelque part s'estomper petit à petit à force de conflits, à force de disputes. Donc je sais pas si toi, ça te parle en tout cas cette phase-là, et dites-nous aussi en commentaire si ça vous parle, cette Bah, ouais, phase. ouais, carrément, carrément. Je pense que toutes les relations, elles ont fait ce chemin-là, en fait, hein, si je me souviens de tous. Et Ouais, c'est important quand même cette phase parce que c'est là aussi le moment euh, où ça peut flancher, en fait. C'est le moment où on peut se dire on va consolider quelque chose pour le rendre pérenne. Et donc, il faut aller au fond des choses. Et comme tu dis, moi, je trouve que moi, honnêtement, j'aurais aimé tellement te rencontrer, toi, Aurélie, et rencontrer les outils de la reliance amoureuse bien avant dans ma vie. Ça m'aurait évité beaucoup de tourments. Je pense que c'est la plupart des clients, ce que nous disent les clients d'ailleurs. Ah, c'est ça, en fait. J'aurais bien aimé connaître ça bien avant.
Parce que, comme je disais, c'est le moment où c'est pas où ça passe, où ça casse, mais peut-être je me trompe, mais je dirais que même dans notre société actuelle, où l'accès à l'autre, l'accès via les apps, les rencontres, etc., il y a tellement une facilité à travers Internet, à travers tous ces, on a une facilité d'accès à l'autre qui a moins de résilience, moins d'envie de vraiment aller au fond des choses. On se dit, si c'est pas la bonne, j'en trouverai une autre. Ouais, C'est un peu dommage. Donc soit on fait ça, soit on se dit, et donc, dans les deux cas, ça va pas aller mieux parce qu'en fait, on peut descendre la personne du piédestal et en fait, même abandonner l'affaire ou s'abandonner soi ou se dire ça vaut, ouais. je Et sais c'est pas, pour ça que tu c'est vois? important aussi de voir que dans ces phases-là, il y a différents degrés d'amour. Parce que dans la phase 1, qui est, tu vois, cette fusion, cette passion, bah voilà, il y a le mot passion, il y a le mot attraction, il y a quelque chose de fort. Et à un moment donné, dans cette désillusion, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là. Et moi, Mm. j'ai connu quelqu'un je- euh, quand je vivais en Belgique qui, dès qu'il passait ce cap de désillusion, il stoppait la relation. Donc en fait, il enchaînait les relations pour rester dans la période fusion-passion. Parce qu'il partait du principe que quand ça diminuait l'intensité, c'est qu'il n'y avait plus d'amour. Mais c'est justement une erreur parce que, en fait, le véritable amour, c'est quand tu passes le cap de la passion, que tu te rends compte que l'autre est différent de toi et que tu vas commencer justement à continuer à aimer l'autre, mais surtout vouloir comprendre l'autre et vouloir faire en sorte de trouver des solutions pour que ça fonctionne, pour créer un pont entre les deux univers, de manière à pouvoir l'aimer sur toutes ses facettes. Parce que Mm. vouloir aimer quelqu'un que dans les bons moments, ou vouloir aimer quelqu'un que dans certaines situations où on apprécie comment il ou elle se comporte, ou il ou elle dit les choses, bah, c'est pas aimer la personne dans son entièreté, c'est l'aimer d'un point de vue conditionnel. Donc il y a à un moment donné, il y a la phase de désillusion, et dans l'idéal, pour les couples, quand on veut vraiment construire un amour plus profond, c'est de passer ce cap de la désillusion et de se dire, ok, c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est là où on va devoir continuer à se percevoir comme des alliés pour travailler ensemble sur nos différences, travailler notre tolérance, travailler notre bienveillance, travailler notre capacité à se remettre en question pour comprendre qu'en face de nous, on a quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous. Mais c'est pas parce que l'autre ne fonctionne pas comme nous que ça peut pas fonctionner. Au contraire, c'est là où il y a aussi une très grande beauté, c'est de se dire waouh, l'autre m'amène à percevoir le monde ou un point de vue auquel je n'avais pas accès avant. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce truc de je suis attiré par cette lumière, mais la lumière par laquelle on est attiré, attiré à un moment donné, c'est ce qui va aussi nous challenger. Mhm. Et d'ailleurs, C'est beau, hein. Ouais, il ouais, y avait un vas-y. sketch à un moment donné de Florence Foresti où c'était super drôle et elle expliquait, tu sais, que à un moment donné, elle explique, tu vois, la femme qui est passionnée par le mec avec sa guitare au bord de la plage, tu vois, elle est sous le charme, elle est complètement amoureuse. Et puis à un moment donné, elle dit, mais j'en peux plus de ce mec, j'ai envie de la défoncer, sa guitare, tu vois. Donc c'est de se dire que on est toujours attiré par quelque chose qu'on a envie inconsciemment de développer en nous, mais cette chose qu'on a envie de développer en nous et que l'autre a déjà, c'est ce qui va aussi nous challenger. Parce que ça va nous amener à aller fouiller dans nos zones d'ombre, dans nos blessures, des fois dans nos traumas, pour pouvoir justement aller guérir et aller évoluer et grandir. Donc il y a cette phase, cette troisième phase où c'est de se dire, ok, comment on peut fonctionner malgré la différence. Et du coup, ensuite, pouvoir choisir en conscience de vouloir fonctionner comme des alliés, comme un partenariat, et du coup, de s'engager dans la relation malgré cette différence. Et c'est là où c'est beau parce que euh, on peut parler de véritable amour quand on a traversé toutes ces tempêtes.
Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une vidéo de Thomas Dansembourg que j'avais vue, où dans un extrait où il disait, il expliquait au public qu'il avait dit un jour à l'une de ses filles, ne t'engage pas, ne te marie pas au moment où ça va bien, fais-le au moment où tu as traversé des épreuves. Parce qu'en fait, c'est facile de s'engager au moment où tout va bien, où tout est beau, tout est rose. Mais pour pouvoir tester la solidité de ton amour et la solidité du couple, tu as besoin de passer par certaines épreuves pour voir justement comment chacun va fonctionner dans les épreuves. Et Mhm. c'est important cette étape parce que il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dépasser les premiers challenges ou les premières épreuves. Et dans une vie de couple, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être des épreuves. Il peut y avoir, par exemple, le sujet de la belle famille. Il y a des couples qui se séparent parce qu'à un moment donné, l'un ou l'autre n'est pas accueilli ou validé par la famille. Et donc, du coup, est-ce que le partenaire ou la partenaire devient un allié et nous soutient là-dedans, ou est-ce qu'au contraire se rallie, par exemple, tu vois, à sa famille? Il peut y avoir le sujet de l'argent, il peut y avoir le sujet du sexe, il peut y avoir l'arrivée des enfants. Alors ça, pour un couple, c'est un sacré cap à passer. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui me disent, Aurélie, ça a commencé à partir en cacahuète avec l'arrivée du premier enfant ou l'arrivée du second. Parce que le couple a fonctionné en tandem pendant longtemps et il n'y a pas de remise en question ou d'ajustement à l'arrivée d'un premier enfant. Il y a cette volonté de vouloir faire que les choses soient comme avant, alors qu'il Mhm. y a un nouvel être, trois personnes, trois individus, êtres humains, là, avec lequel ben, il y a besoin de retrouver un équilibre pour cohabiter. Et souvent, il y a certains couples qui se perdent dans cet équilibre, dans ce passage. Donc, euh, c'est vraiment important de se dire que le couple, c'est une aventure et que ça ne sert à rien, ou en tout cas, je préviens, parce que ça a été le cas moi pour moi avant. J'ai cru que à un moment donné, en effet, le couple pouvait être la finalité Mhm. et que le but d'être en couple, en tout cas, c'était l'idée que je me faisais, le jour où je suis en couple, je serai heureuse. Mhm. Et Ah ça, oui, c'est moi un j'avais ça piège. complètement. Ouais, c'est un C'était piège. l'objectif de ma vie en fait, ouais, Ouais. jusqu'à ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se disent que euh, leur vie est un échec si elles ne sont pas en couple, si elles ne sont Mhm. pas mariées ou si elles n'ont pas d'enfants. Et c'est hyper important de se dire que si on n'est pas capable d'être heureux seul, on ne le sera pas avec quelqu'un d'autre. Parce que justement, c'est là où on va rentrer dans de la dépendance affective et on va mettre une lourde charge, responsabilité sur les épaules de l'autre qui est je n'arrive pas à me rendre Mhm. heureux ou heureuse seule. Donc, je te mets comme responsabilité Mhm. de me rendre heureuse ou heureux. Ouais, c'est vrai. Et là, ça devient problématique. Ah ouais, moi je me rends compte de ça, je l'ai vécu complètement, hein. Moi, quand j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, et c'était complètement ça. J'étais complètement orientée. Il n'y avait pas d'équilibre en fait. J'ai exactement fait ça. J'ai mis le curseur sur lui en fait. C'est lui le centre en fait. C'est pas moi le centre. Ouais. Et c'est pour ça que c'est tellement important de faire ce travail sur soi avant de se mettre dans l'idéal en relation. Parce que tant qu'on n'est pas bien dans sa tête et dans son corps seul, tant qu'on n'a pas une belle confiance et une belle estime de soi, à un moment donné, quand on va rentrer dans la relation avec quelqu'un, c'est là où justement on peut complètement se perdre. Et il y a Mhm. souvent ce truc qui est hyper souffrant au bout d'un moment dans la relation, c'est quand tu te rends compte que tu t'es complètement perdu dans la relation. Tu sais plus qui tu es sans l'autre. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est hyper tragique parce que si l'autre te quitte, tu dis, mais en fait, l'autre était devenu mon univers, mon soleil sur lequel, autour duquel je gravitais.
Et du coup, je ne sais plus qui je suis si l'autre s'en va. Et Mmh. ça, c'est profondément dramatique et très, ça crée des angoisses pas possibles parce que le but, c'est de se dire que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je connais ma valeur et parce que je me sens un être complet et entier, je peux attirer à moi un être qui se sent complet et entier et avec lequel on va cheminer côte à côte. Mmh mh. Et si on ne se sent pas complet, entier, si on n'est pas bien, on va chercher quelqu'un pour nous compléter. Et le problème, c'est qu'on va fonctionner dans une relation de couple comme ça, en Mmh. équilibre précaire, qui fait que ça va être hyper insécure parce que dès que l'autre, dès qu'il y en a un des deux qui va vouloir se redresser, l'autre va commencer à vouloir, va commencer à se casser la figure. Donc Ouais, le c'est but, dingue. c'est d'arrêter de fonctionner en mode euh, on se complète et on essaye de nourrir mutuellement nos manques affectifs. Et en fait, d'apprendre à être sécure chacun intérieurement, sécure, joyeux, épanoui. Et là, du coup, le couple peut devenir une alliance où c'est une cerise sur le gâteau et on peut se nourrir mutuellement, mais sans que ce soit quelque chose qu'on considère être de l'ordre de la survie, tu vois. Faut que je Mmh. sois avec l'autre parce que sinon, je sens que je meurs si l'autre n'est pas à mes côtés ou n'est pas proche de moi. Mmh. Alors là, on est où dans les étapes? Tu as parlé de t'as parlé de 3 étapes, je crois, jusque-là, hein. Donc l'étape, c'est la lune de miel, la phase de passion. La Lune- deuxième, c'est la désillusion. Et la troisième, c'est Troisième, se c'est réadapter. Ouais, troisième, c'est la compréhension de cette différence et Ouais. comment s'adapter à cette différence, comment trouver un juste rythme, les bons outils, les bonnes bases. Et puis, ce qui suit, c'est cette notion d'engagement conscient, Mhm. d'avancer, de cheminer ensemble avec cette idée que le couple va être un écosystème auquel il va falloir prendre soin constamment, qu'il va falloir nourrir régulièrement et qu'il n'y a jamais quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qui s'entretient. Et donc, pour entretenir un couple, ça passe pour moi par deux pôles importants. C'est s'assurer de bien se traiter soi et bien traiter l'autre. Et en même temps, comment euh, continuer à nourrir l'amour, nourrir la flamme. C'est ces deux aspects-là. Et c'est ce dont Mhm. je parlais dans le dernier coaching de groupe aussi que j'ai fait avec les clients de la reliance amoureuse, c'est que je leur ai dit, d'abord, quand vous voulez préserver votre couple, c'est de vous assurer que vous ne mettez pas des pierres inconsciemment dans le réservoir d'amour de l'autre, parce que sinon, à un moment donné, à force de mettre des pierres dedans, le réservoir d'amour va saturer et c'est souvent là où l'un des deux dans le couple n'en peut plus et se dit, bah, il faut, pour ma survie, il faut Mhm. qu'on se sépare ou qu'on divorce. Et bien souvent, des fois, c'est même pas par manque d'amour, c'est juste parce que c'est une question de survie. Ouais, il y en a beaucoup de gens qui disent, c'est ça, je pouvais pas faire autrement, c'est la Ouais. survie. Mais est-ce que tu peux préciser un tout petit peu pour les auditeurs ou les gens qui nous rejoignent, qui connaissent pas très bien ce que tu veux dire par ces petits cailloux, c'est quoi les exemples de petits cailloux qu'on peut mettre dans le Bah, réservoir de l'autre? ouais, bah c'est exactement justement ce dont je parle dans ma conférence en ligne, les fameux 4 piliers pour sauver son couple et sans faire 10 ans de thérapie. C'est de justement comprendre que sans le savoir, régulièrement, tous les jours, on utilise des activateurs de conflit. Et comment on sait si on utilise des activateurs de conflit? Bah, c'est simple, il suffit de ouvrir la bouche et de voir que l'autre se braque. Soit l'autre se met sur la défensive, en mode attaque, soit l'autre va fuir, soit l'autre va verrouiller les portes. Donc si l'autre commence à se mettre sur la défensive, se ferme, c'est que probablement on a utilisé des activateurs de conflit. Donc des activateurs de conflit, il y en a 11 au total, peut-être plus, mais en tout cas, moi, actuellement, voilà, c'est 11. Et les trois principaux qu'on retrouve régulièrement, c'est par exemple les reproches, les critiques et les jugements. Toutes les choses qui font qu'à un moment donné, ça va piquer l'autre sans s'en rendre compte. Les reproches, les critiques et les jugements, c'est ce qui font qu'à un moment donné, l'autre va se sentir touché et ça peut effriter la confiance et l'estime de soi sur le long terme. Et Mhm. à un moment donné, Et ça peut faire que l'autre va nous voir comme un ou une ennemie
parce qu'il va se sentir constamment attaqué, agressé. Mhm. Donc Ouais, l'idée, c'est ça. ouais, Mhm. l'idée c'est de sortir de cette manière de communiquer qui est complètement généralisée. On a normalisé cette manière de fonctionner. Et d'ailleurs, ça arrive régulièrement dans la reliance amoureuse. Au début, on me dit, mais Aurélie, en fait, s'il n'y a plus de reproches, de critiques et jugements, comment je fais pour dire les choses, tu vois? Pour dire les choses. Et je voulais te dire un truc qui me vient aussi et que j'ai entendu dire et que j'ai certainement fait de mon côté aussi, c'est de se dire qu'en fait, on veut exprimer ce qui est sur, on veut dire ce qu'on a sur le cœur. D'accord? Et donc, dans cette pensée qu'on va dire notre vérité à l'autre, ou qu'on va exprimer les choses, parce que souvent les personnes aussi nous viennent et nous disent, mais parce que je veux lui dire ce qui est vrai pour moi, et j'ai pas envie de me cacher, et sous le couvert de je vais dire ma vérité, d'accord, mais tu le dis ta vérité, tu utilises les petits cailloux là. Mm. C'est ça? C'est Ouais, ça, hein, ces petits cailloux. Parce que ouais, sans s'en rendre compte, tu disais, c'est vrai que c'est normalisé, c'est tellement vrai, en fait. On utilise le reproche, la critique et le jugement sans s'en rendre compte, en fait. C'est ouais. sous couvert de, j'ai envie de dire à l'autre ce qui est vrai pour moi. Ouais, mais le problème, c'est que ce qui est vrai pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc l'idée, c'est de... Parce que souvent, justement, il y a une confusion, tu l'as dit, Virginie, j'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur. Mais en général, c'est pas ce qu'on a sur le cœur, là. C'est ce qu'on a dans nos têtes. Parce qu'au niveau du cœur, ça serait plus exprimer comment on se sent, nous, Ouais, émotionnellement. Mais en ouais. général, on n'exprime pas ce qui est vivant en nous, ce qui se passe à l'intérieur de notre écosystème. Non, on va parler de ce qu'on n'aime pas chez Voilà. l'autre. Et donc, il y a Alors, une on va parler de, je te dis un truc tout bête, la lunette des toilettes, ou alors le tube de dentifrice, ou alors des choses plus graves qui nous, voilà. Et ça va être, c'est ça. On va parler de ce qui est comme ça, des éléments qui semblent nous embêter, mais sans se contacter nous-mêmes avec l'intérieur de nous. C'est quoi mon vrai besoin? C'est quoi mon émotion qui est derrière? C'est quoi tout ça, quoi? ouais, on a tendance On à n'est pas vouloir connecté. parler de l'autre plutôt que de parler de soi. Et donc, Mm, c'est quand on parle de l'autre que l'autre ben, se met sur la défensive. Donc, le but, mm. c'est d'apprendre à arrêter de parler de l'autre et de parler de soi. Parce que quand on parle de soi, l'autre peut écouter sans se sentir attaqué, parce qu'on parle de nous, on n'est pas en train de parler de l'autre. Mais Ouais. après, il y a tellement de subtilités. Bah, de toute façon, tu l'as bien vu hein, dans la reliance. Il y a, dans le processus de communication authentique et bienveillante, il y a 6 étapes. Il y a des pièges dans chaque étape pour pouvoir arriver C'est à un ça que peu je voulais à le dire. Je voulais verbaliser. dire un truc, c'est que la reliance amoureuse que tu as mis en place, et ce système d'outils que tu as mis en place, ce que j'allais dire, c'est que c'est qu'on on comprend l'idée. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont fait des fois des formations, la communication non violente, qui ont fait des choses et qui connaissent techniquement l'idée. Hein. Mentalement, on la comprend, mais après, pour la mise en place dans la vie, pour que ça devienne un véritable outil utilisable et pas juste un truc qui semble calqué ou qu'on fait avec une espèce de voilà, c'est quand même beaucoup plus ça demande plus d'entraînement et ça demande aussi de pouvoir s'éduquer euh, je vais dire pratiquer et avec des feedbacks et comme tu disais, il y a des pièges, il faut pouvoir à chaque fois déjouer ces différents pièges et ça s'apprend. Ça s'apprend, ça s'entraîne, et c'est ce que tu fais, toi, avec les personnes qui rejoignent le programme, hein. C'est leur permettre cet entraînement, en fait, cette mise en pratique. Ouais. Et, et c'est ça qui est beau, c'est que euh, souvent les hommes et les femmes qui viennent dans la reliance et qui se sentent profondément tristes et déçus parce que le ou la partenaire, des fois, ne veut pas faire l'accompagnement avec eux, parce qu'il y a ça, il y a des hommes qui viennent, il y a des femmes, mais il y a des couples. Alors quand c'est le couple, c'est génial, ça va vite parce qu'ils ont les infos en même temps et ils utilisent les outils en même temps. Mais par contre, ce qui est beau, c'est que en fait, même si tu viens individuellement dans le programme, juste le fait de prendre conscience de tout ça, de travailler la gestion des émotions, de travailler cette communication authentique et bienveillante,
bizarrement, au bout de très peu de temps, le ou la partenaire qui était complètement fermé et n'avait pas envie de faire d'efforts ou n'avait pas envie de se remettre en question, revient en mode plus ouvert, euh, plus léger, plus souriant. Alors, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que j'ai déjà vu tellement de fois, tu sais, au niveau des posts que je fais ou des vidéos, des personnes, des fois, qui se sentent profondément tristes et frustrées, voire en colère, en disant oui, mais mon ou ma partenaire ne veut pas collaborer, ne veut pas ceci, ne veut pas cela. Bien souvent, c'est pas que ils en ont rien à foutre, c'est souvent qu'en fait, ils ont juste le cœur fermé et que sans s'en rendre compte, il y a des activateurs de conflit qui sont utilisés et que quand on comprend et on arrête d'utiliser ces activateurs de conflit, là où on pensait que l'autre en avait rien à foutre, eh ben en fait, il se réouvre. Et Mm. c'est ça la beauté de la chose. La Mm. plupart du temps, c'est de se dire, on a en face de nous une personne qu'on a choisie, qu'on aime, et l'autre aussi nous a choisi et nous aime. Donc, euh, souvent, la fermeture, c'est pas quelque chose contre soi. C'est juste une manière de se protéger pour arrêter de souffrir. Et si on arrête d'utiliser les mécanismes qui font que ça pique l'autre et que l'autre se barricade constamment, là, il y a une belle ouverture, une belle dynamique qui peut se recréer sur des nouvelles bases. Ouais, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Donc, on est bon sur toutes les phases ou est-ce que après ça, il y a encore une autre phase qu'on n'a Bah, pas encore dit aujourd'hui? après c'est plus une question de, comme je disais, d'entretien. C'est que là, il y a D'entretien. C'est la phase d'entretien. les quatre principales phases de couple qui peuvent d'ailleurs s'entremêler, hein, qui sont pas toujours dans le même ordre au bout d'un temps, mais c'est juste de comprendre que dès qu'il y aura un challenge, c'est Mm. de se rappeler que l'autre n'est pas notre ennemi, il est notre allié ou elle est notre allié. Et comment on peut passer ces challenges de de manière saine. Mm. Et ça, c'est ce qui manque la plupart du temps. On nous apprend pas Mm. ça à l'école. Nos Mm. parents ne nous l'ont pas appris parce on le leur a pas appris non plus. Donc, il y a besoin d'apprendre, ça s'apprend. Créer des relations harmonieuses, prendre soin des personnes que l'on aime, bah en fait, ça s'apprend. Mais il n'y a pas d'école pour ça. Donc, dans la Sauf religion maintenant, amoureuse, la reliance amoureuse, c'est bah, en tout cas, c'est ça. en tout cas, dans la reliance amoureuse, c'est ce que je fais. C'est, Mm. c'est quelque part l'école des relations harmonieuses. C'est comment être en relation harmonieuse déjà avec soi-même et pouvoir être aussi mieux en harmonie avec les autres. Et ça, il y a des bases, des outils pour ça. Et c'est ce que mes clients viennent chercher. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie pour tout ça, pour toutes ces informations. Je trouve que c'est énorme ce que tu nous enseignes. Donc merci à toi. Merci à Et toi aussi, puis, Astrid. rappelons encore une fois, hein, si tu es là aujourd'hui, tu nous écoutes ou que tu écoutes ce live en replay plus tard et que tu souhaites avoir le lien pour aller voir la conférence dont parlait Aurélie tout à l'heure, hein, les 4 étapes pour sauver ton couple sans faire 10 ans de thérapie, écris-nous le mot, par exemple, tu peux nous écrire le mot conférence en commentaire et on t'enverra le lien. Je le mettrai aussi, mais pour que tu puisses l'avoir dans ta boîte aux lettres personnelle, si tu nous la donnes, tu nous envoies le mot conférence et on t'enverra tout ça. Super. Bah écoute, merci Virginie. Au plaisir Merci de te Aurélie. retrouver la semaine prochaine pour un prochain live. Bisous. Yes. Bisous, ma belle.